Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert. On se retrouve aujourd'hui pour un petit peu d'histoire. Enfin, un petit peu d'histoire, calmez-vous, hein. Je suis pas Christopher Lann. On va faire un peu d'histoire, mais façon Gajoubert. Et on va bien sûr parler d'armes. Alors, je sais que vous êtes nombreux à apprécier les vidéos qui parlent d'armes françaises. D'ailleurs, petite parenthèse, vous êtes extrêmement nombreux à me demander une vidéo sur l'AR-15 de Vernet-Caron. Alors, je suis en train de bosser dessus, voir si ça va être possible. Je pense que ça devrait être possible. Donc, inutile de m'envoyer des messages. Dès que je pourrai vous faire cette vidéo, je vous ferai cette vidéo sur l'AR-15 de Vernet-Caron. Donc, aujourd'hui, on se retrouve bien pour parler d'une arme française. Une arme que l'on peut qualifier de mythique, qui a marqué son époque. Cette arme qui continue sa route d'excellence reste encore de nos jours une vraie référence dans sa catégorie. Et je dirais même plus, elle est en train d'acquérir une renommée mondiale. Cette arme, c'est le MR73, le revolver emblématique du non moins emblématique GIGN. Alors je suis persuadé qu'un grand nombre d'entre vous connaissent déjà cette arme, mais je vous propose quand même de revivre la naissance de ce fabuleux revolver. Le MR73, c'est le fruit d'une époque, la réponse à l'ultra-violence grandissante des années 70. En effet, à cette époque, l'argent liquide est roi, il y en a partout dans les banques. Et donc forcément, qui dit argent liquide, qui dit banque, dit braquage. À cette époque, le braquage est monnaie courante, et il ne cesse de se multiplier sur tout le territoire. Malheureusement, ils vont souvent se finir par une prise d'otage, à l'issue de laquelle, souvent, ça dégénérait en fusillade. Fusillade entre voyous et forces de l'ordre. Mais ces menaces intérieures ne sont pas les seules que les forces de l'ordre doivent affronter. En effet, les années 70 voient émerger un terrorisme international grandissant. Comme par exemple le 5 septembre 1972 aux Jeux Olympiques de Munich. Ce qui devait être un événement d'unité planétaire, en fait, s'est transformé en amer constat sur l'impuissance des forces de sécurité de l'époque à gérer les crises extrêmes. En effet, la prise d'otage de Munich, si vous vous en rappelez, fera 11 morts chez les athlètes et 1 mort parmi les rangs de la police allemande. Ce sera comme un véritable électrochoc. Et il fera prendre conscience à tous, tout simplement que les types de menaces vont changer et pour être prêts à y faire face, les modes de réponse devront changer aussi. Et c'est donc pour répondre à ces intolérables menaces que les différents gouvernements vont créer des unités d'élite, des unités spécialisées, des unités donc capables de gérer ce genre d'événements. Eux, les Allemands, ils vont créer le GSG9 et la France va se doter du GIGN. Alors bien sûr, si les hommes doivent s'adapter à ce nouvel environnement de travail, eh bien le matériel doit changer lui aussi, il doit s'adapter et très vite la question de l'armement va être posée. Et ça va devenir un sujet majeur. Vous comprendrez bien qu'à l'époque, l'armement des forces de l'ordre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir maintenant. Il est clair que l'avantage n'est clairement pas aux policiers, parce qu'à l'époque, ils sont équipés d'un petit 7,65 qui est affectueusement surnommé le cure-dent. Oui, bon, je reconnais que même un coup de 7,65, ça va pas vous rendre intelligent, mais c'est pas forcément équitable comparé à ce qu'ils vont devoir affronter. D'autant plus qu'une arme qu'on va surnommer le cure-dent, vous êtes d'accord avec moi que le niveau de crainte que ça devait inspirer chez les voyous, il était proche de zéro. Surtout que les voyous, à l'époque, ils jouaient pas dans la même cour. En effet, le banditisme va réutiliser un grand nombre de Walther P38 en 9 mm, Walther qui avait été saisi en masse lors de la retraite des Allemands en 1944. Mais c'est pas tout. Ils ont aussi accès au Colt 1911 A1 en 45 ACP, autrement appelé le 1143, apanage assumé et apprécié du grand banditisme de l'époque. Alors ces armes proviennent des parachutages américains à destination des maquisards pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors 1143 contre cure-dent, on imagine bien le désarroi des policiers qui devaient affronter des voyous supérieurement armés. Et il fallait donc de toute urgence renforcer l'armement des forces de l'ordre françaises. On ne pouvait pas imaginer un groupe comme le GIGN aller à la maillotche seulement avec un 7,65. Il fallait vraiment changer tout ça. Alors vous allez me dire, ouais mais pourquoi un revolver? Surtout avec notre vision contemporaine de l'armement, pourquoi pas choisir un pistolet automatique? Tout simplement pour répondre à cette question, là encore il va falloir se replacer dans le contexte. On est dans les années 70 et le choix des armes il n'est pas aussi large que maintenant. Le choix n'est pas large et les pistolets ne sont pas aussi aboutis qu'ils peuvent l'être de nos jours. On trouve entre autres le Mac 50, le Browning GP35 et le Colt 1911. Les PA de l'époque, faut savoir qu'ils sont sujets à enrayage et il y a aussi un problème avec la munition. Ils acceptent que des munitions FMJ, Full Metal Jacket. Autrement dit, les munitions entièrement chemisées et donc ça interdit le tir avec des munitions de type hollow point, à pointe creuse. Or la FMJ, vous savez tous que dans un contexte de combat urbain, c'est pas l'idéal à cause de la surpénétration. Imaginez par exemple des opérateurs qui doivent intervenir dans un avion, il y a de fortes chances que derrière leur cible se trouve un otage ou une personne qui ne va pas être visée par le tir. La surpénétration n'est donc pas envisageable, concrètement si la balle elle peut rester dans le terroriste, ça arrange tout le monde. Alors les connaisseurs vont me dire que oui, mais le Colt 45 de l'époque, il connaissait pas les mêmes problèmes avec la balle hollow point puisqu'il les acceptait parfaitement. Oui, c'est vrai, mais le problème c'est que la vitesse initiale de la munition, elle avait tendance à limiter le champ d'action pour celui qui voulait neutraliser quelqu'un en un seul coup. Et ça pose problème quand on connaît la doctrine de groupes tels que le GIGN,
GIGN, mais on va y revenir sur la doctrine. Alors vous pouvez me parler aussi de capacité, c'est vrai que vous allez me dire dans un revolver il y a seulement 6 cartouches, il y en a plus dans un PA. Là encore, les PA de l'époque, c'est pas les PA de maintenant, et on va compter peut-être 9 cartouches, donc 3 cartouches de plus. Donc le gain entre la capacité et la fiabilité n'est pas forcément évident, et c'est pour ça qu'on préfère se diriger vers le choix d'un revolver qui sera beaucoup plus fiable. De plus, le revolver, quand vous le sortez du holster, il est directement utilisable. Et ouais, pas besoin de faire un mouvement de charge. Et oui, car tous les PA de l'époque sont en simple action, et donc ils vont nécessiter un mouvement de charge avant leur utilisation. Alors oui, on pouvait les porter chambrés, mais c'était clairement au détriment de la sécurité. Donc c'est vraiment pour tous ces facteurs que le choix du revolver a été adopté. À l'époque, les revolvers sont fiables, et ils permettent une excellente précision. Et la double action va permettre de tirer vite s'il le faut. Ils sont très polyvalents parce qu'ils peuvent tirer des munitions allant du 38 au 357 Magnum qui a des performances tout à fait acceptables. Alors maintenant qu'on a vu le choix du revolver, vous allez peut-être me poser la question, alors pourquoi développer le MR73 vu qu'à l'époque, il y avait beaucoup de revolvers qui étaient fiables et précis, notamment la police américaine qui utilise des Smith & Wesson et que ce dernier jouit d'une excellente réputation. Pourquoi? Tout simplement la France n'a pas adopté cette arme et pourquoi avec le GIGN a été décidé de développer le MR73. Et bien tout simplement on peut dire que le cahier des charges du Smith & Wesson ne correspondait pas à l'éthique voulue par le groupe d'intervention français. Alors vous allez me dire en quoi l'éthique peut mettre à l'épreuve une arme. Et vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce que vient faire l'éthique dans le choix d'une arme. Eh bien c'est plutôt simple à comprendre. Les groupes d'intervention français ont pour but objectif de sauver des vies et si possible d'amener le suspect devant la justice. Et dans ce cadre, l'usage d'une arme n'a pas forcément pour vocation à tuer et quand les situations le permettent, on va chercher à neutraliser. Et vous comprendrez facilement que pour être capable de mettre à coup sûr une balle à l'endroit exact que vous avez choisi, ça demande un grand niveau de maîtrise. Par exemple, mettre un coup précisément dans une clavicule pour désarmer quelqu'un ou arrêter quelqu'un, ça demande de la maîtrise, surtout dans le feu de l'action. Monsieur Christian Poutreau, un des pères fondateurs du GIGN, disait: dès le départ, j'ai pris pour but que s'il fallait toucher un homme, on le toucherait en une balle, 2 peut-être, 3, c'est du gaspillage ou alors de la maladresse et c'est qu'on s'est trompé de métier. On voulait donc suppléer la quantité par la qualité. Et c'est donc pour cette raison que le GIGN compte un grand nombre de tireurs d'exception. Pour arriver à cette maîtrise, l'entraînement doit être quotidien et très intense. Et les opérateurs sont donc amenés plusieurs centaines de cartouches par jour. Et du coup, c'est là que les autres revolvers vont montrer leurs limites. En effet, la cadence d'entraînement, 150 munitions de 357, ça mettait les mécaniques à mal. Sans compter que parfois, le GIGN pouvait tester des munitions en 357 chargées plus. Donc les pressions étaient colossales et les armes ne tenaient pas le coup. Et plutôt que de se dire, notre méthode, ça va pas avec l'armement actuel, donc on va changer de direction, ils ont continué leur direction et ils se sont dit, on va développer un produit, une arme qui va nous permettre de répondre à nos besoins. Ils se sont donné les moyens de leurs ambitions et je trouve que c'est quelque chose de terrible. On peut en toute modestie qualifier la réalisation du MR73 d'exceptionnelle. La carcasse, le canon et le mécanisme sont d'une robustesse exceptionnelle. Déjà à l'époque, les rayures étaient martelées à froid, offrant la meilleure des réalisations. Manurin, la société qui fabrique le MR73, va réaliser un vrai tour de force pour ce qui est de la réalisation du système de départ. En effet, de nombreuses armes prestigieuses de l'époque ont un départ qui va un petit peu gratter et elles ont souvent une course de détente assez longue. Et ces deux facteurs additionnés, ça peut engendrer un petit dispersement du groupement, ce qui va pas être acceptable en intervention. Donc il fallait vraiment une arme qui puisse gommer tous ses défauts, histoire de ne pas avoir une balle perdue et que du coup elle soit pas perdue pour tout le monde. Ça c'était pas acceptable. Le MR73 va donc offrir un départ match doux et régulier, qui va permettre une bonne précision. Le MR73 va avoir une mécanique générale et un encombrement proche du Smith & Wesson modèle 19. Sa carcasse, son barillet, son canon vont être constitués d'acier français de la firme Aubert et Duval. Et la finition des chambres est réalisée par galettage. Alors selon les ingénieurs, les constructeurs, la chambre du MR73 peut encaisser des pressions 2 fois supérieures au 357 Magnum sans broncher. Selon les documents de l'armurerie de la gendarmerie mobile de Maison-Alfort,
De nombreux MR73 auraient tiré plus de 150 000 coups et seraient toujours dans un état parfait. D'ailleurs, si cette armurerie voulait m'inviter, je viendrai avec plaisir, si jamais. Le MR73 existe en 3 pouces, 4 pouces et 5 pouces 1/4. Et dans l'armurerie du GIGN, on va pouvoir trouver un modèle en 8 pouces, modèle que vous avez peut-être déjà vu parce qu'il est vraiment atypique. Mais là encore, si on veut m'inviter dans cette armurerie, je veux bien venir, ça me fera plaisir. Donc je vous le disais, ce modèle il est atypique tout simplement parce qu'il est équipé d'une lunette et d'un bipied. Oui, alors je sais, cette configuration peut faire sourire quelqu'un d'un revolver ou d'une arme de poing avec une lunette, mais non, faut pas rigoler. Déjà, ceux qui vont penser que les calibres d'armes de poing vont permettre que des tirs à 50 mètres, bah déjà ils se mettent le doigt dans l'œil. Sur la chaîne, on a déjà prouvé que du 9 mm, on pouvait toucher à 200 mètres. La question de la portée de la munition, on la balaye. Donc une fois qu'on a réglé ce sujet, on peut dire que cette configuration pouvait prendre tout son sens. En effet, si un opérateur devait pouvoir être en mesure de réaliser un tir de précision, et s'il devait se trouver dans un endroit avec peu d'espace, de telle sorte qu'il ne puisse pas déplier une carabine parce que tout simplement elle sortirait de la fenêtre ou quoi que ce soit, cette arme pouvait pallier à ce problème. Et dans un endroit très réduit, l'opérateur pouvait délivrer un tir précis jusqu'à une centaine, 150 mètres sans souci. Donc c'était un atout en plus, un outil en plus pour pouvoir délivrer un tir de précision dans des conditions particulières. Un des faits d'armes marquants du MR73, c'est sans doute l'assaut sur l'Airbus à Marignane le 26 décembre 1994. Lors de cet assaut, un opérateur tua 2 terroristes et en neutralisa un 3e avec son MR73, avant qu'un 4e qui était hors de son champ de vision ne le blesse. Hors du terrain opérationnel, le Manierin s'est rendu célèbre aussi pour un truc terrible que fait le GIGN, c'est les tirs de confiance. L'idée, c'est qu'un opérateur se place devant un autre opérateur, c'est comme un rite de passage, et il va devoir tirer un pigeon d'argile posé sur un gilet pare-balles. Alors moi j'ai cherché à Gajoubert quelqu'un qui voulait bien le faire avec moi parce que j'étais curieux de le reproduire et bizarrement, j'ai pas eu de volontaire. Et je crois que j'ai laissé les clés sur le contact. Je reviens. Hein. Mais ça va, il a pas pour longtemps. Non mais pour l'instant je vérifie. Ouais, salut Gaëtan. Ouais, en forme et toi? Oh écoute, je bosse là, je suis en plein télétravail. Ouais, vas-y, annonce. Ouais. Ouais. Ok, tu sais moi, maintenant j'ai une famille et tout, puis là franchement avec le boulot j'arrête pas, je suis pas sûr de pouvoir me libérer quoi. Ouais, franchement, je suis pas sûr. Ouais, écoute, une prochaine alors, ça marche. Ouais, allez, ciao, bye. Putain, l'ouverture des terrasses, ça l'a pas amélioré lui. Hop, alors du coup pour le tir de confiance. Ouais, je suis d'accord. Hein. Ah cool, on y va. Ouais, quand tu seras rentré au GIGN. Ah. Ouais, ça vaut quoi? Bah ouais. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais. Attends 2 secondes. Gaëtan qui veut qu'on mette un gilet pare-balles et qui nous tire dessus pour une vidéo. Attends, je te laisse, j'ai Solveig sur une autre ligne. Non. Je comprends pas pourquoi. Mais on va quand même essayer de le refaire. J'ai placé un pigeon d'argile sur un poteau et on va voir ce que ça donne avec ce MR73.
Alors je suis pas un tireur de revolver, c'est vrai que je suis pas forcément habitué, mais c'est vrai que le départ c'est juste terrible, c'est une merveille cette arme. Pour faire de la précision, je pense qu'avec quelqu'un qui le maîtrise bien, il doit pouvoir faire vilain avec. Cette année, le Manurin va fêter son 41e anniversaire. Et nous avons de quoi être fiers, nous Français, parce qu'il reste actuellement considéré comme le meilleur revolver au monde. Alors vous pouvez vous dire, ouais, c'est bon, il est un peu chauvin, il est la France, ce qui n'est pas faux, mais je suis pas le seul à le dire. En ce moment, en fait, le Manurin, le MR73, pardon, va connaître une seconde vie puisqu'il est actuellement distribué aux États-Unis par Beretta. Et en fait, pas mal de chaînes américaines en ont fait des revues. Les Américains, on peut pas dire qu'ils sont pas chauvins aussi, et tous sont unanimes pour dire que ce revolver est juste terrible et beaucoup le considèrent comme le meilleur revolver au monde. Donc c'est pas que moi qui le dis, beaucoup d'Américains, beaucoup d'étrangers le disent aussi. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que le MR73 aux États-Unis, il doit tourner à peu près autour de 3000 $. Alors déjà, 3000 $, c'est cher. Même pour nous en France, une arme à 3000 $, 3000 €, c'est super cher. Mais aux États-Unis, c'est encore plus cher parce que eux, ils ont la chance quand même d'avoir des armes beaucoup moins chères que chez nous en France. Donc je vous assure que là-bas, 3000 $ pour un revolver, bah, c'est du haut de gamme. Et malgré ce prix, malgré tout, il se permet le luxe de faire l'unanimité, notamment quant à sa robustesse, son design, sa finition et sa précision. Donc 41 ans plus tard, cette arme est toujours d'actualité. Alors petite parenthèse, si vous êtes intéressé par tout ce qui est armes d'époque, armes un peu pointilleuses, armes anciennes comme ça, il y a un bon groupe Facebook qui s'appelle la Cellule Mire. Si vous avez des interrogations ou si vous voulez approfondir votre culture sur ce type d'arme. Donc c'est la Cellule Mire, c'est sur Facebook. Et je leur passe un petit coucou. Bon voilà pour cette petite histoire du MR73, j'espère que ça vous a plu de le découvrir avec moi ou de le redécouvrir pour ceux qui le connaissaient déjà. Ça me tenait à cœur de vous présenter une arme qui vienne de notre savoir-faire, comme quoi quand on veut, on peut. Et encore une dernière précision avant de se quitter. Souvent on me pose la question d'où vient sûr, habile et adroit. Donc ça vient d'un concept de monsieur Philippe Perotti. Moi j'ai appris à tirer avec sa méthode et en fait je trouve que ça résume bien les trois aspects qu'il faut maîtriser. Être sûr avec son arme, sûr pour soi-même, sûr pour les autres, habile, savoir faire les manipulations avec son arme, les manipulations de base, et adroit, toucher ce qu'on vise. Donc voilà, c'était un concept qui a été développé par monsieur Perotti pour sa méthode d'enseignement, et c'est de là que ça vient. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me retrouver sur Instagram, Facebook, il y a tous les liens dans la description, la page Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, surtout n'oubliez pas, restez sûr, habile et adroit.